J'étais celui qui devait élever. Hors de question de sortir, d'aller dans les bars, etc. Deuxièmement, je suis pas non plus un coureur de jupons. J'ai jamais été en boîte de nuit pour draguer, etc. C'est pas mon truc. Je n'aime pas avoir des relations sans lendemain, etc. Pour moi, je suis prêt à m'engager très vite s'il y a coup de cœur, mais je vais pas aller chercher une relation juste pour l'avoir. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors tout d'abord, je te remercie d'être là aujourd'hui. On parlait de faire cette interview depuis 6 mois déjà. Quand tu as su que je lançais un podcast, tu souhaitais déjà partager ton expérience. Et on a enfin réussi à poser une date et à faire cette interview aujourd'hui. Donc comme quoi, tout finit par arriver avec un peu de patience. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis très content d'être présent. Et je vais essayer de partager une expérience qui n'est pas si commune dans l'intellect des gens. On parle beaucoup des mères célibataires, des mères seules qui élèvent leurs enfants. J'ai vécu un peu le négatif de cette situation et on n'en parle pas tant que ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai su que tu faisais ce podcast sur ce sujet-là, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir une autre vision et je vais essayer de la partager. Justement, et je voulais te remercier pour ça aussi, tu es le premier homme à être interviewé donc sur le podcast, j'espère pas le dernier. Donc vraiment, merci d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui. On va commencer, donc je ne sais pas si tu as écouté le podcast, mais je commence chaque interview par un petit jeu de questions-réponses. Alors vous voyez pas sa tête, mais j'ai vu sa tête, style je n'écoute pas le podcast, c'est pas bien. Tu vas écouter celui-ci. On va voir, si je supporte ma voix, je veux bien. De toute façon, je te l'enverrai donc. Alors, est-ce que c'est bon pour toi pour faire ce petit jeu de questions-réponses ? C'est parti. Quelle est ton expérience du célibat ? Tu es niveau expert, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire. Vu le temps que j'ai passé tout seul, je suis un bon expert, je pense. Un bon expert. Oui. Qu'est-ce que tu kiffes dans ton célibat ? Qu'est-ce que je kiffe dans mon célibat ? Peut-être un sentiment de liberté totale. Je fais ce que je veux. Mais en même temps, c'est pas vraiment un kiff. C'est vrai que il y a des contraintes et des choses que tu peux faire que tu arriverais pas à faire forcément si tu étais en couple ou en famille. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de kiff ? C'est une expérience différente. Du coup, puisque c'est pas un surkiff, qu'est-ce que tu détestes dans ton célibat ? Le fait d'être célibataire, moi qui aime beaucoup le partager les choses avec d'autres, je suis quelqu'un qui est, je pense, sociable et qui aime bien être en compagnie de personnes, des amis, mais aussi qui recherche dans l'absolu, je suis peut-être un vieux jeu ou quoi, mais qui recherche d'avoir une famille qui me permettrait de construire ma vie avec une personne que j'aime et tout ça. Et le fait de n'avoir rien à partager, des fois je me laisse aller. Des fois, par exemple, une sortie, je regarde, je dis bon, à quoi bon, et je vais pas la faire. Ce côté-là du célibat que je n'ai pas encore bien intégré, c'est de faire les choses pour moi. Dans ma façon de fonctionner, et on me le reproche, mes amis me le reprochent, etc. Je fais pas assez de choses pour moi, je veux toujours les faire pour les autres. Quelle est pour toi la relation parfaite ? Donc là, tu viens de parler de partage. Alors, je vais te dire que ça a évolué. À une époque, je pensais que
faire le bien à ma chérie, faire les choses sans vouloir lui imposer, mais essayer de discuter avec elle pour faire des choses, etc. Mais avoir des arguments pour pouvoir la forcer à faire des choses qui peut-être au départ ne voulait pas faire. Je pensais que ça c'était la relation parfaite, et en fait je me suis aperçu avec les discussions qu'on a eues quand on s'est séparés, je pense que j'allais sur un mauvais chemin. Donc quelle est la relation parfaite? Eh bien c'est d'arriver à avoir une relation qui est d'égal à égal, en aucun cas imposer quoi que ce soit, et surtout de prendre en compte les différences que l'on a. C'est très très difficile d'avoir une relation parfaite. Mais c'est sûr, sinon il y aurait peu de séparation. Voilà. Est-ce que célibataire et heureux, c'est possible? Je pense que je suis pas malheureux, donc oui. Il y a des fois où j'ai des petits coups de blues, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le célibat qui me pousse vers ce côté un peu déprimé? Mais non, en général, ça va bien. Mais en grande partie aussi, c'est parce que j'ai ma fille et qui me booste tous les jours, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour tes réponses. Nous allons maintenant parler de toi, donc de ton expérience de papa solo. Tu l'as un petit peu amorcé au début. Mais alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu comme tu le souhaites? Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai fait des études dans l'informatique à Toulouse après le bac. Je viens d'Ajaccio, je suis de Corse. Je me suis exilé sur Toulouse dans les années 90. J'ai fait mes études. Pendant 26 ans, j'ai réussi à monter ma carrière dans une seule boîte que j'ai quittée dernièrement. Point de vue personnel, j'ai rencontré très vite la femme qui allait devenir la mère de ma fille, et ça a été une période vraiment magique. Je me rappelle très bien quand à la naissance, elle m'a regardé, et là il y a eu un lien qui s'est créé instantanément. J'étais là, j'ai les jambes qui ont flageolé. J'ai dû m'asseoir, etc. Tellement ça a chamboulé ma vie. Nous sommes restés quasiment 13 ans ensemble. Nous nous sommes séparés et depuis, j'ai élevé ma fille jusqu'à maintenant. Où maintenant elle a atteint l'âge de 19 ans et elle va commencer à voler de ses propres ailes. Tu vas nous parler vraiment de cette expérience. Donc comme tu l'as dit, tu as quasiment élevé ta fille, on peut le dire, tout seul, donc au doux prénom et magnifique prénom d'Alexandra, parce que je pense que tu vas mentionner son nom, et attention, je ne suis pas sa fille. Comme quoi, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce sont pas toujours les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ce n'est effectivement pas la majorité des hommes qui élèvent seuls leurs enfants, mais je sais que dans mon entourage, rien quand j'ai préparé l'émission, j'essaie d'y penser. Je pense à au moins 3 hommes qui ont élevé seuls leurs enfants. Alors c'est loin d'être la majorité, mais comme quoi ça arrive, et l'idée justement de cet épisode, c'est de montrer à d'autres personnes que voilà, c'est pas toujours madame qui élève les enfants. Donc justement, quel âge avait ta fille à peu près lorsque vous vous êtes retrouvés tous les deux? Nous nous sommes séparés donc à la fin des années 2000, comme j'ai dit, en 2009, et comme elle est née en 2004, elle avait un peu moins de 5 ans. Quel a été pour toi le plus grand défi justement d'élever tout seul ta fille? Au départ, je bien peu parié sur ça, sur le fait que j'allais pouvoir m'en sortir. La mère de ma fille a fait le début même, et ça c'est pas parce qu'elle voulait pas le faire, c'est parce qu'elle ne pouvait pas le faire avec son métier. C'est le matin, je l'amenais à la crèche, je la changeais, etc. J'ai toujours été actif pour élever ma fille. Donc, oui, dès le début, c'est toi qui gérais tout. Dès le début, on gérait ensemble quand on était ensemble. Mais le matin, par exemple, j'étais tout seul pour le faire. Donc, il y avait cette chose qui me permettait de ne pas être perdu quand on s'est retrouvé tout seul. Oui, t'avais déjà... Voilà, il y avait déjà ce contact, cette façon de faire, etc. Je savais faire tout ça. Il n'y a pas eu un grand défi. Pour moi, je l'ai pas senti comme ça. La seule chose, c'est que comme la rupture a été violente, pas pour moi... inattendue. Oui, inattendue, et en même temps, je voyais pas vivre sans elle, etc. J'ai eu un moment de faiblesse, et c'est parce qu'il y avait Alexandra, parce que je devais être fort, que ça m'a relancé, etc. Et j'ai de suite été de l'avant, sans vouloir couper Alexandra de sa mère, sans vouloir la juger. Chose que beaucoup de parents qui se séparent
On ne pense pas, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant. C'est pour ça que j'ai eu une période un peu atypique, la mère de ma fille, quand elle a eu des problèmes. En fait, vous êtes effectivement séparés, mais à un moment donné, tu m'expliquais qu'elle a eu un accident, donc elle est revenue vivre chez vous. Voilà. Et du coup, vous avez, là, ta fille a revu sa mère à la maison. Parce que ça a duré combien de temps, la période où elle est partie et où tu as élevé seule ta fille? En 2009, elle est partie. Je dirais qu'elle a fait sa crise d'adolescence. C'était un peu ça. Elle avait sa propre façon de voir et je ne veux pas la juger parce que de toute façon c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa fille. Il y a pas de problème là-dessus. Elle a été mal entourée par des gens qui ne voulaient pas son bien. Et d'ailleurs, quand on s'est séparés, moi je me suis un peu, comme c'était ses amis, je me suis un peu appuyé dessus pour essayer de voir ce que on pouvait faire pour sauver les meubles parce que elle partait pas pour une bonne raison. Après, j'y ai réfléchi et je me suis dit que de toute façon, il fallait qu'elle parte. Mais elle s'est mal entourée et elle s'est retrouvée à faire, je dirais, n'importe quoi. Et jusqu'au moment où elle a eu un accident, un retour d'incendie lors d'un barbecue, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et comme moi, je n'avais le temps qu'elle se remette à flot, même après la séparation, je n'avais pas enlevé, par exemple, c'est tout bête, hein, mais je n'avais pas enlevé sa mutuelle. Je l'avais toujours sous ma mutuelle. Et donc, quand elle a eu de graves brûlures, etc., c'est ça qui a pu lui permettre de payer les frais médicaux, tout simplement. Parce que je ne l'avais pas enlevé à dessein. Je savais que elle n'était pas dans une situation convenable. Et un jour, elle m'a appelé, Jean-Philippe, je suis à l'hôpital, quand tu vas rentrer de vacances, tu vas me retrouver avec des bandages, etc. Et en plus, avec les médicaments, elle a eu un accident de voiture, après, sans gravité, mais elle n'avait plus rien pour aller au travail. Et donc, moi, comme j'habitais pas loin de son travail, la solution la plus pérenne pour qu'elle ne le perde pas, c'est de venir vivre à la maison. D'accord, donc là, à ce moment-là, ta fille, C'était 2 ans après, en 2011. Donc c'était 2 ans après, ok. Mm-hmm. Et là, elle est restée chez vous, du coup, combien de temps? Elle a vécu avec nous jusqu'en octobre 2011, jusqu'en fin 2012, un peu plus d'1 an. Ouais. Ok, et ensuite, à partir de ce moment-là, donc elle est partie, donc là, vous êtes vraiment retrouvés que tous les deux. Après l'accident, de toute façon, elle était totalement... elle voulait plus voir personne. Et à un moment, elle a recommencé à vouloir sortir, à vouloir vivre sa vie. Parce que nous, de notre côté, on s'entendait bien. Il n'y a pas de souci. On faisait des choses. On a été à Disneyland pour Alexandra, etc. Donc, on a fait des choses. Mais il y avait plus. S'il y avait eu vraiment quelque chose, on se serait remis ensemble. Mais là, on en a un peu parlé. Mais elle, on voyait que c'était par dépit. Et moi, j'avais plus envie de me rebrûler les ailes. Donc, on n'a pas franchi le pas et je pense qu'on a bien fait parce que de toute façon, après, elle a voulu revivre sa vie. Elle a commencé à sortir sans prévenir, etc. Et un soir, j'ai vu Alex qui était en pleurs et me dit « Maman, elle est partie, on sait pas où c'est, pourquoi elle est partie, etc. » Et donc, je lui ai expliqué que elle allait revivre sa vie, il fallait qu'elle déménage, etc. Je voulais pas que ça soit l'hôtel, en fait. Je voulais pas qu'elle soit à la maison et qu'elle fasse tout n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait un respect, au moins qu'elle annonce, etc. Et c'est pas ce qu'elle voulait faire, la mère d'Alexandra. Donc, elle a trouvé un petit appartement qui était pas loin de l'école, etc. Et à partir de là, on a vécu quelque chose de différent. J'avais Alexandra chez moi la nuit, je la nourrissais le soir, je lui faisais faire les devoirs, enfin un peu de devoirs si jamais il lui en manquait. Le matin, je l'amenais à l'école. L'après-midi, à la fin de l'école, elle partait voir sa mère qui habitait pas loin. Elle faisait les devoirs, elle la voyait tous les jours, et ça a duré jusqu'à la 5e. Et juste pour revenir par rapport à au fait justement que à un moment donné elle vivait, donc vous viviez ensemble sans être ensemble. Tu me parlais là donc de ta fille. Comment tu penses qu'elle l'a vécu, ta fille, justement, le fait que souvent quand on se sépare, on dit aux enfants on se sépare, donc ils voient donc la séparation puisque la personne quitte le domicile familial, et là elle est revenue, donc est-ce que ça n'a pas été un peu perturbant pour Alexandra, et puis surtout après je viens, je repars, enfin voilà, c'était pas forcément évident. Très très bonne remarque. J'ai dans ma tête encore cette image où quand elle est revenue, première chose à faire, c'est on en a parlé longtemps. Moi, dans ma tête, ce que je voulais, c'est que, surtout pas quand elle allait grandir,
qu'elle me dise maman a été en difficulté, tu ne l'as pas aidée. Quand tu dis que tu en as parlé, c'est avec ta fille. J'en ai parlé avec ma fille. D'accord. On en a parlé beaucoup on parlait beaucoup. Et donc on a accueilli sa mère, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui me vient toujours à l'esprit. Sa mère à un moment elle lui a fait son devoir de mère, elle lui a dit fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je me rappelle plus quoi. Va mettre la table ou quelque chose. Voilà. Et là, Alex me regarde. Je dis fais ce que dit ta mère. Il y avait plus ce lien. Il a fallu le reformer. Oui, parce que pour situer un petit peu, quand sa mère est partie, elle ne prenait pas sa fille. Oui. Vous avez pas mis en place une garde alternée. Il n'y avait pas de garde alternée, un week-end sur deux. Mais c'était juste un week-end sur deux. C'était un week-end sur deux et un peu de vacances, mais le quotidien était avec toi. Le quotidien était avec moi, effectivement. Et okay. On avait très peu de nouvelles, etc. Donc ça s'était passé. Donc il y avait plus vraiment ce lien quotidien. Donc il a fallu le reformer. Et pendant 1 an, on a vécu une cellule familiale, même s'il n'y avait pas de relation entre nous, mais oui, mais pour ta fille, ça reste la famille. Pour les trois, ça faisait comme si, il n'y avait pas de problème. Et on s'entendait bien, il y avait là aussi, il n'y avait pas de problème. Comme je t'ai dit, on a été à Disneyland et ça s'est super bien passé. Néanmoins, à la fin 2012, comme je t'ai dit, j'ai Alexandra qui est revenue en pleurs parce que sa mère partait et que... Oui, elle comprenait plus. Donc je lui ai expliqué, là on en parlait, mais elle était plus grande, donc ça a été encore plus. Et donc on a pu permettre une deuxième séparation, mais beaucoup moins chaotique et beaucoup plus profitable pour tous. Et du coup, comment tu as réussi donc à élever ta fille seule, donc sans la présence de sa maman après, et est-ce que tu as eu peut-être du soutien de ta famille ou d'amis? Alors, ça s'est bien passé pour plusieurs raisons. La première séparation de 2009 jusqu'en 2010, je vivais dans une résidence où j'avais de bons amis. Ils m'ont beaucoup aidé, déjà ils m'ont soutenu à moi. Et puis à des moments où quand je suis tombé malade ou quand il y avait besoin, ils ont pris en charge Alexandra pour l'amener à l'école, pour la faire goûter, etc. Si jamais j'avais des difficultés au niveau du travail, etc. Ensuite, j'ai déménagé, je me suis installé dans l'endroit que j'habite encore actuellement, et là, j'ai eu la chance de tomber sur une personne. Je parlais de mentor, mais c'est peut-être elle qui vivait exactement la même chose que moi, mais en négatif, c'est-à-dire c'était elle qui vivait avec sa fille, etc. Les deux filles se connaissaient, elles allaient à l'école ensemble. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pris cet appartement à la visite. La première fois, on s'est croisés sans se connaître. Mais Alexandra a dit « Ah, mais c'est ma copine Manon », pour la citer. Et j'ai dit « Ben voilà, au moins, elle sera pas toute seule. Et donc, prenons cet appart. » Et ça a matché entre elles et moi et sa mère. Là aussi, pareil, pas de... Ouais, une amitié, quoi. Une amitié, exactement. On vivait la même chose, on se comprenait, on avait plus ou moins pas mal de points en commun, et donc à ce moment-là, ça a permis d'avoir aussi ce secours si jamais j'avais des soucis, et vice versa. On s'aidait mutuellement à élever nos enfants. Et comment tu as géré ton travail, les tâches domestiques et l'éducation et tout ça de ta fille en même temps? Donc cette personne, je pense qu'il a un peu contribué, mais après de manière générale, comment tu gérais parce que du coup t'étais tout le temps tout seul. Oui. Alors à ce moment-là, j'ai eu la chance aussi au niveau du travail d'avoir une mission qui me demandait très peu d'investissement. En période normale, j'aurais dit non, j'aurais même pas fait, j'aurais tenté de sortir de ce piège qui m'a fait stagner pendant quelques années, mais parce que je devais élever Alex, faire toutes les tâches ménagères, etc., ça m'a permis d'avoir des horaires fixes, presque fonctionnaires, on va dire, et de pas avoir beaucoup d'investissements à faire à ce niveau-là. Donc j'ai sacrifié un peu cette partie de mon travail pour pouvoir justement... T'as sacrifié ta carrière professionnelle, tu dis ? Non, puisque je suis encore là et que je l'ai pas perdu. Disons que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir progresser plus rapidement. Pendant quelques années, j'ai stagné. Oui, donc à ce moment-là, c'est ce que je te dis. Voilà, oui. Il y a eu un sacrifice. Je dis pas que c'est toute ta vie, mais pendant une période, tu as mis ta fille, ce qui me paraît logique, hein, mais tu as mis en avant ta fille plutôt que ta carrière, quoi. Exactement. Ça, de toute façon, ça a toujours été ma priorité. Hein. La carrière passe après. Hein. C'est mon enfant d'abord. Et les seules fois où
j'ai dû partir en mission, etc. Mes parents ont fait l'effort de venir de Corse pour me garder à Alexandra les quelques jours où j'étais absent, etc. Mais ça a toujours été négocié avec mon employeur et on a réussi à faire quelque chose de compatible pour concilier les deux. Avec le recul, quand je me retourne et que je regarde, je n'ai peut-être pas été le plus malheureux en tant que père célibataire à élever ma fille, parce que j'ai toujours réussi à concilier les deux. Tu dis que t'as pas été le plus malheureux, mais est-ce que ça n'a pas été difficile parfois d'être seule justement à élever ta fille? Parce que quand sa maman la récupère qu'un week-end sur 2, ça fait peu. Le quotidien, on peut dire que c'est toi qui l'élèves, quoi. Là, c'est mon autre sacrifice, ma vie personnelle. J'avoue que, mis à part ma voisine et quelques amis, je ne sortais pas, je ne rencontrais personne, etc., puisque je rentrais chez moi pour m'occuper de ma fille. Et donc, effectivement, ça aide pas à rencontrer d'autres personnes pour refaire sa vie. J'ai souvent remarqué que les papas, aussitôt séparés, aussitôt ils se remettaient en couple. En quoi ça a été différent chez toi? Comment tu pourrais l'expliquer? Je vois, là, en réfléchissant rapidement, je vois plusieurs raisons. Premièrement, d'habitude, les pères, s'ils se remettent ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas la charge de l'enfant. C'est souvent la mère qui l'a. Mm-hmm. Donc moi, comme j'étais celui qui devait élever, hors de question de sortir, d'aller dans les bars, etc. Deuxièmement, je suis pas non plus un coureur de jupons. J'ai jamais été en boîte de nuit pour draguer, etc. C'est pas mon truc. Je n'aime pas avoir de relations sans lendemain, etc. Pour moi, je suis prêt à m'engager très vite s'il y a coup de cœur, mais je vais pas aller chercher une relation juste pour l'avoir. Ça a jamais été mon truc. Mm-hmm. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je ne me suis pas remis de suite ensemble. Après, comme je l'ai dit, en vivant avec ma fille tous les jours et sans avoir de garde alternée, etc., très difficile d'avoir une relation, de se connaître avec la personne que l'on rencontre, sans y mêler de suite le côté enfant à prendre en charge et le côté famille recomposée. On n'a pas le temps de se connaître avec l'autre personne, donc ça peut aussi créer des freins à refaire sa vie. Alors, je suis désolée, je vais tout détruire de ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un qui, pour le coup, avait tout le temps ses enfants au début. Mm-hmm. Et on s'est quand même rencontrés, tu vois. Alors la première fois qu'on s'est vu, il a fait garder ses 2 garçons par sa mère. Et après, alors même les week-ends, c'était même pas un week-end sur 2 en plus au début. Des fois, il avait juste une journée. Donc des fois, on s'est juste vu le midi où on se voyait. Et pourtant, tu vois, il est rentré en relation. Donc comme quoi, des fois, c'est possible. Et c'était un choix. Pour toi? Ça a été mon choix d'être là pour mon enfant, pour qu'elle ne manque de rien, etc. Et c'est vrai que je l'ai jamais fait garder vraiment, mais je n'ai pas non plus cherché à avoir des sorties. J'ai eu 2 relations vraiment sérieuses pendant ce laps de temps, et c'est toujours des amis qui m'ont mis le pied à l'étrier parce qu'ils me disaient « mais vis pour toi », etc. Je pensais à ma fille, elle ne manque de rien, lui apporter le maximum pour qu'elle réussisse sa scolarité, etc. Et alors aujourd'hui, justement, parce que ta fille a 19 ans, c'est ça? Exactement. Elle vit encore avec toi? Oui, et elle va continuer puisque elle s'est inscrite dans une école privée à Toulouse et qui est donc hors de prix, et donc pas trop les moyens pour l'instant de pouvoir payer un appartement et les études. Je voulais juste embrayer justement, comme elle a 19 ans, maintenant elle se garde toute seule. Si tu veux sortir et tout ça, c'est plus facile maintenant. Ah, tout à fait. Donc aujourd'hui, tu pourrais penser à toi. Exactement. Mais je le fais quand même. Même si, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je me permets de pouvoir sortir si jamais j'ai envie de sortir. Allô Alex, bon, je rentre pas ce soir, je rentre pas tôt, tu te fais à manger, etc. Donc. Et par rapport à justement au type de relation que vous avez eu, est-ce que c'était une relation plutôt fusionnelle, puisque vous étiez entre guillemets en exclusivité l'un avec l'autre? Fusionnelle, je ne sais pas. Par contre, c'est peut-être fusionnel, parce que dernièrement, on a remarqué que on avait les mêmes délires, on pensait la même chose en même temps. Souvent, elle me dit « sors de ma tête », parce que nous pensons vraiment, nous sommes
Elle est ma fille, et ça se reconnaît. Donc, on a toujours eu une relation, mais épanouissante. Franchement, j'ai adoré vivre cette période. C'est une relation père-fille, sans être trop laxe, sans être trop sévère, sans l'entourer et être papa poule. Papa poule, un peu quand même, mais pas dans le coton, etc. Je ne l'ai jamais brimé, je ne l'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit parce que ça me faisait peur. On est vraiment complices. Voilà, complicité. Comment vous avez discuté, parce que tu me dis vous en aviez discuté quand sa mère est revenue puis repartie. Est-ce que vous avez rediscuté plus tard justement de l'absence finalement de sa mère qui était pas très présente Alors c'est peut-être là où j'ai mal réussi cette mission que je m'étais donnée, c'est qu'elle puisse être ouverte, pouvoir parler de tout, et notamment de cette période et de cette chose qui est quand même traumatisant pour les enfants. C'est la séparation, comment elle a vécu. Elle m'a toujours dit que ça va papa, t'inquiète pas, tout va bien, sauf que c'est peut-être son caractère, c'est peut-être la séparation qui l'a formée comme ça, je ne sais pas, j'arrive pas à le deviner. Quand elle est chez sa mère, papa on l'oublie, on va pas téléphoner tous les jours pour dire comment ça va, etc. Quand elle est avec moi, sa mère, si je lui demande pas tu as téléphoné à ta mère, non, elle ne téléphonera pas. Elle n'a pas ce côté j'ai besoin de mes parents, de leur parler, de savoir comment ils vont, etc. Elle n'a pas ça. Ouais, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'elle est quand même assez autonome et qu'elle est assez indépendante et que finalement elle est bien quand elle est avec papa et elle est bien quand elle est avec maman. Donc c'est plutôt positif. Exactement. Je le vois comme toi. Moi j'ai tout de suite mis la chose que quand ça se passe chez sa mère, je vais pas aller chercher à savoir si elle fait les choses bien ou pas bien, etc., elle est avec sa mère. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, elle m'en parlera. Si jamais il y a quelque chose qui va pas avec moi, elle en parlera à sa mère. Et puis, de toute façon, chose qui est immuable depuis la séparation, pour tout ce qui concerne la partie scolaire, la partie pour élever Alexandra, on a toujours fait ça ensemble. Ça, c'est bien. On n'a jamais fait des choses. Si jamais sa mère la punissait à un moment quand elle avait avec elle un week-end ou pendant les vacances, et que elle revenait et me dit j'ai puni Alex parce qu'elle a fait ça, etc. Il était hors de question que je remette sa décision en cause et vice versa. Donc ça, c'est bien. On a gardé ce côté parent même si on était séparés. Alors ça c'est vachement bien parce que moi je sais qu'avec mon ex c'est une des choses compliquées avec le père de mon fils. D'après moi, c'est pareil, c'est mon aime la vie, je trouve qu'il est trop rigide et moi je reconnais aussi trop laxiste. Et du coup, on perd un peu cet équilibre et effectivement pour le coup mon fils en joue beaucoup et je pense que c'est une très bonne chose de réussir, et là je vous dis vraiment bravo, de réussir à garder cet équilibre en fait et de maintenir il y a une punition chez papa, chez maman, c'est pareil. J'aimerais savoir le faire. Et le père de mon fils aimerait que je sache le faire aussi. Mais c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Tout à fait. Mais je pense pas que ça soit le plus problématique. Le plus problématique, c'est de faire comme des amis que j'ai rencontrés. Parce que j'en ai rencontré des gens qui se sont séparés. J'en ai rencontré, pour moi, ne faisaient pas des choses dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire la mère et le père qui font la course aux jouets pour pouvoir avoir l'amour de leurs enfants. C'est incroyable, incroyable. Ça par contre, ça c'est... Je pense que tu l'as bien dit aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est ce que je pense qu'il faut qu'on se rappelle quand on a des enfants, c'est l'enfant qui est le plus important. L'enfant ou les enfants. Moi, c'est quelque chose que je m'étais toujours promise aussi, c'est que voilà, peu importe qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on s'entende pas. Moi, je sais que j'ai essayé, en tout cas de mon côté, je dis pas que j'y arrive et je dis pas que, mais de toujours replacer l'enfant au centre. Et c'est vrai que des fois, c'est pareil, c'est pas évident. Mais oui, il y a des fois, il y a cette course un peu effrénée. Des parents qui s'insultent, qui mettent les enfants au milieu, qui demandent leur avis, qui disent ton père, j'en ai connu, même proche de moi. Pour moi, c'est insupportable, insupportable. Après, on a essayé de faire au mieux. Je pense que ça, c'est une des grandes réussites de la séparation, c'est d'avoir pu préserver ça. Et du coup, quel impact penses-tu que cela a eu pour ta fille de grandir donc avec son papa et plutôt que sa maman? S'il y a eu un impact. Oui, forcément. Même si j'ai essayé d'être papa et maman, il y a toute une partie
la partie féminine que je ne connais pas. Donc j'ai essayé d'être le plus équilibré possible. Heureusement, comme je t'ai dit, j'avais une voisine où on était vraiment presque les uns sur les autres. Enfin, avec cette petite fille, on s'appelait les sœurs de palier parce qu'elles étaient vraiment tout le temps fourrées chez l'une ou chez moi. Et moi, la même chose. Il y avait une très très grande amitié, même avec sa mère, etc. On a vécu pendant quelques années vraiment très très proches. D'ailleurs, on se voit encore. On partage des moments vraiment très très sympas quand on se voit. Donc, il y a eu quand même cette partie féminine qu'elle a pu côtoyer. Aller chercher. Ouais, qu'elle a pu aller chercher, effectivement. Oui, donc quand elle avait des questions, justement, faut pas se leurrer, quand c'est la période des règles, les premiers petits copains, et tout ça. Après, c'est pas forcément des fois évident d'en parler à papa. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, de toute façon, j'avais pas de tabou, je me suis renseigné sur les règles, etc. Mais je n'ai pas cette expérience que vous pouvez connaître. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais... Heureusement pour vous. Ouais, heureusement pour nous. D'autant plus que Alexandra a eu des règles très douloureuses et a eu des problèmes médicaux à cause de ça. Donc, j'étais sur le sujet, mais je pouvais pas répondre à tout. Heureusement, j'ai eu cette personne qui a pu aider. Et puis sa mère était là quand même quand elle est revenue sur la France, etc. Donc on arrive à la fin de cette interview. Quel conseil donnerais-tu à d'autres pères qui pourraient se retrouver dans une situation similaire? Prendre les rancœurs qu'on a avec la personne avec qui on se sépare. Prendre la rancœur, la mettre dans la poche, mettre un mouchoir par-dessus et ne regarder que si vous avez des enfants. L'enfant n'a pas à subir vos désaccords qui peuvent être profonds, qui peuvent être... Et donc, privilégiez toujours l'enfant. Ne jamais, et surtout éviter de parler devant l'enfant, de dire des choses qui vous tiennent, enfin, que vous avez peut-être raison d'avoir, comment dire? De critiquer. Des critiques, des choses, etc., mais ne pas le faire devant l'enfant. Ne pas faire subir, les enfants n'ont pas à subir les rancœurs de la maman, du papa, etc., évitez-le. De toute façon, vous allez vivre avec cette personne puisque vous êtes parents. Donc, essayez d'être le plus intelligent et de partager ensemble le côté parent. Après, ce que vous vivez personnellement avec l'autre personne, ça ne regarde que vous. Vous le ferez en privé, etc. Mais devant les enfants, vous restez le plus neutre possible et ne coupez jamais sauf, bien entendu, si la personne n'est pas digne de confiance ou violente, mais si jamais ça se passe parce que vraiment c'est un désamour entre un papa et une maman et qu'il n'y a rien de violent, ne jamais couper le cordon, la parentalité. Vous êtes parents avant tout. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai une question. Est-ce que c'est valable jusqu'aux 18 ans? Ou tu dis ça même plus? Parce qu'après, on va dire, une fois que l'enfant a 18 ans, il est, il fait ce qu'il veut un petit peu de sa vie et t'as plus de compte à rendre, entre guillemets, au père de ton enfant. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, entre la mère de ma fille et moi, on n'a aucune relation. Si jamais il n'y a pas Alexandra au milieu, je vais pas aller l'appeler, je vais pas l'inviter à dîner, etc. Elle a refait sa vie, elle est avec quelqu'un de bien. Pas de souci, je les apprécie de temps en temps. Quand il s'est agi d'acheter la voiture pour Alex, j'étais avec eux, etc. Mais c'était pour Alex, donc c'était encore une histoire de parents. Mais après 18 ans, c'est juste quelque chose d'administratif. On va rester parents. Si jamais Alexandra a un problème, etc., et qu'elle a besoin de ses parents, on sera toujours là. Souhaites-tu partager un mot de la fin, peut-être? J'avoue que quand on s'est séparés, ça a été très difficile. J'ai eu des pensées noires. Et j'ai réussi à surmonter ça parce que il y avait ma fille. Sans enfant, je ne sais pas comment je m'en serais remis, comme se remettent 99,9% des gens qui ont une séparation. Mais le fait qu'on ait un enfant, ça permet de rebondir beaucoup plus vite. On arrive, j'ai l'impression si on arrive à se rendre compte de ça, on arrive à aller de l'avant et donc on se surpasse. Comme je disais tout à l'heure à un moment, beaucoup de gens m'ont dit
tu nous as surpris et tu nous as agréablement surpris quand tu as pris ta vie en main, pardon. Et comme tu as élevé Alexandra, c'est des gens que j'ai de l'extérieur qui m'ont dit ça. Donc je suppose que ce que j'ai fait n'est pas négatif. Et donc s'il y a un mot pour la fin, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que même si vous vous séparez, prenez les choses avec philosophie, c'est plus facile à dire, mais je l'ai fait. Allez de l'avant en ayant comme focus, si vous avez des enfants, les enfants, pour qu'ils réussissent leur vie, même parce que beaucoup de gens minimisent le côté, oui, on se sépare, tout le monde se sépare, les enfants sont pas malheureux, ils ont 2 chambres, ils ont 2 maisons, plein de cadeaux, etc. Ça, c'est très matérialiste. Moi, j'ai vu une petite fille qui avait ses parents qui s'étaient séparés 6 ans avant. Elle jouait à la poupée, elle mariait encore ses parents. Elle voulait vraiment qu'ils reviennent, alors que ça faisait 6 ans qu'ils étaient séparés. Donc, ne minimisez pas la séparation, c'est quelque chose de traumatisant, mais faites en sorte que, malgré ce séisme, on arrive à aller de l'avant et à remonter la pente, et surtout que l'enfant aille le mieux possible, parce que vous allez faire ça intelligemment. Eh bien, merci pour ce mot de la fin qui est un beau résumé, je trouve. Je te remercie encore pour ton témoignage et puis cette expérience. Et un grand merci à toi. C'était un plaisir de participer à ce podcast et à cette belle expérience que tu as mis en place, qui est franchement quelque chose de très utile pour tout un tas de personnes qui ne savent pas comment réagir après de si dures épreuves. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!